Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à l'université de l'Union populaire républicaine, ici dans la banlieue d'Annecy, et vous tenez un stand où vous vendez des livres, dont une revue que vous éditez, qui se nomme Perspectives libres. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer ce qui vous a amené à créer cette revue? Je dirige une association depuis plus de 4 ans maintenant, qui s'appelle le Cercle Aristote. On a fait venir plusieurs dizaines d'intellectuels et on a eu la chance de pouvoir ensuite travailler avec eux, les éditer, leur demander de réfléchir ensemble sur certains sujets. Et comme des membres de mon équipe sont de bons traducteurs, on s'est permis d'aller interroger des intellectuels étrangers, russes, latino-américains ou américains, sur différents sujets. Est né comme ça Perspectives libres, donc est un trimestriel d'analyse géostratégique et d'histoire des idées. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les 3 derniers numéros, qu'on puisse en discuter un petit peu? On a édité celui-ci qui s'appelle La France, la Russie, l'avenir, qui est sur les différentes visions russes et françaises du partenariat franco-russe à travers l'histoire et pour l'avenir. On en a édité un assez volumineux sur la crise financière vers la fin d'un monde. Vers la fin d'un monde. Il ne s'agit pas d'une prédiction en 2012, dans lequel on essaye de voir les tenants, les aboutissants de la crise et les moyens de s'en sortir potentiels et les évolutions, disons, prévisibles pour autant qu'elles se puissent. Et le dernier en date s'appelle Protectionnisme, protéger ou disparaître, qui, lui, disons, pose le débat du protectionnisme, comment il s'est posé et dans l'histoire, comment il se pose aujourd'hui, pourquoi il se repose maintenant et comment peut-il être une des voies de réflexion qu'il faut entamer sur le monde de l'après-crise. Parce que tout ça sous l'égide de la multipolarité, c'est-à-dire faire cohabiter ensemble des intellectuels de différents pays pour, disons, conjuguer leurs analyses, voir leurs points de friction et essayer d'avoir une parole argumentée et contradictoire parfois, mais disons toujours digne d'intérêt dans un respect mutuel des points de vue de chacun. Très bien. Alors pour revenir sur le premier numéro que vous m'avez présenté, La France, la Russie, l'avenir, j'aurais aimé avoir votre avis sur votre analyse des relations franco-russes, dont on sait qu'elles sont de plus en plus tendues, notamment avec ce qui se passe en Syrie et l'allégeance française à l'OTAN. Comment vous analysez ces relations et quelles sont les perspectives d'avenir pour celles-ci? Alors, il y a une francophilie en Russie et il y a une russophilie populaire en France. Il y a une sorte de russophobie d'État qui s'est installée en France. On se rappelle par exemple d'un numéro du Courrier international qui transfigurait Vladimir Poutine sous les traits de Dracula alors qu'il était chef d'État et qui s'intitulait « Après Beslan, le temps de la dictature ». Si vous voulez, on peut aimer ou pas Vladimir Poutine, mais c'était le chef d'un État souverain et il l'est redevenu. Et je ne pense pas qu'on supporterait de voir François Hollande, ou à l'époque ça devait être Jacques Chirac à la fin de l'ère Chirac, grimé en un escroc pour l'un ou en un gigantesque flanc coulant pour l'autre. On trouverait ça déplacé et les Russes trouvent ça déplacé. Maintenant, l'analyse des intellectuels russes, c'est qu'ils ont besoin d'un allié solide en Europe de l'Ouest, qui ne peut pas être l'Allemagne, à cause de divergences historiques entre la Russie et l'Allemagne, et aussi parce que l'Allemagne joue un jeu très particulier, très pervers vis-à-vis des Américains. Il ne faut pas oublier, si on prend la figure de Gerhard Schröder, qu'il est payé à la fois par Gazprom et par Halliburton. Et les Russes espèrent, en tout cas une bonne partie de l'intelligentsia russe que nous avons pu faire traduire, espère, disons, un relèvement français et à une politique plus équilibrée qui n'est rien de plus que le prolongement de la politique gaullienne, plus ni moins. Très bien, je vous remercie. Je vais vous poser une autre question au sujet de votre revue, votre numéro sur le protectionnisme, protéger ou disparaître.
Beaucoup parlent de protectionnisme européen actuellement. Vu qu'on est à l'université de l'UPR, c'est un sujet qui est assez traité. À quel niveau doit se placer le protectionnisme selon vous? Si vous voulez, je pense qu'il faut avoir un discours d'apaisement sur cette question-là. Ceux qui veulent un protectionnisme européen, ils suivent avant tout, parce que le protectionnisme était un mot tabou. Tabou avec une extraordinaire violence, parce qu'il y avait le mythe que le protectionnisme avait entraîné la Seconde Guerre mondiale, ce qui est absolument faux. Aujourd'hui en sciences économiques, on le sait grâce aux recherches de Maurice Allais. Donc si vous voulez, on a fait revenir ce mot-là dans le débat et on a posé la question du protectionnisme communautaire par rapport au sondage fait par l'association Manifeste pour un débat sur le libre-échange, dans lequel il y a quand même des gens tout à fait estimables comme Jacques Sapir, comme Jean-Luc Gréau. Et les Français sont majoritairement pour un protectionnisme qu'ils voudraient communautaire, mais si, et ça c'est la deuxième leçon du sondage, c'est la même chose dans tous les pays, en Espagne, en Italie, en Allemagne, pas en Angleterre pour des raisons historiques. Comme le disait Keynes, le libre-échange fait partie de leur protectionnisme, de leur patriotisme. Et si vous voulez, je crois que c'est plus de 70% des Français qui veulent un protectionnisme national si le protectionnisme communautaire est impossible. Alors, se pose la question de la faisabilité. Dans l'état actuel de l'Europe communautaire, un protectionnisme continental est impensable. Il faut être clair là-dessus. Ensuite, l'Europe est-elle réformable? C'est une vaste question. Pour ma part, je la vois très mal partie en tout cas. Donc c'est, je pense, au niveau national, sous des modèles qui peuvent être le modèle russe, le modèle argentin. C'est une politique très complexe, c'est toute une gamme le protectionnisme. Ça va du contingentement au droit de douane. Et même la TVA sociale, dans un certain sens, une mesure protectionniste. Et c'est au niveau national que la question se posera. Je ne vois pas Bruxelles, dans l'immédiat, bouger sur ce point. Ou sinon, ils se renieraient eux-mêmes. Déjà, les traités ne le permettent pas en l'état. Vous me direz, les traités ne permettent pas le rachat de dettes souveraines, enfin de dettes pourries, et Draghi, ça ne l'arrête pas. Oui, effectivement. Quant à votre troisième revue, crise financière vers la fin d'un monde, celle-ci laisse présager deux possibilités. Soit l'avènement d'un monde peut-être meilleur, et dans ce cas, quel serait ce monde selon vous? Et sinon, la seconde possibilité, c'est ce que certains appellent le nouvel ordre mondial, qui pourrait, certains disent qu'il pourrait arriver justement d'une très grave crise financière. Donc, est-ce que vous pouvez explorer ces deux possibilités? Alors, il y a premièrement un monde, disons, de ce qu'on appelle la concurrence monétaire, c'est-à-dire chaque peuple a sa monnaie, sa souveraineté sur sa monnaie, souveraineté aussi complète que possible. C'est l'une des conditions d'accès à la démocratie. Pour ma part, je suis démocrate, donc ça c'est un choix. Et ça, ce serait pour nous l'idéal avant de régler certains des gros problèmes à l'échelle globale, par exemple le problème de ce qu'on appelle le privilège exorbitant du dollar et la question d'un nouvel ordre monétaire international entre nations souveraines. Ou alors, il y a cette possibilité qui est une sorte de rêve occidental, qu'une partie de l'élite occidentale en tout cas professe, qui est de celui qui s'appelle Nouvel Ordre Mondial ou État mondial pour certains, qui je pense est un rêve, si vous voulez, qui est un rêve passé. Ils ne s'en rendent pas compte, c'est que la multipolarité est un fait. La Russie est redevenue une puissance, la Chine est une puissance, l'Amérique latine voit se dessiner des puissances, l'Afrique peut-être demain, le monde musulman, même si l'expression est impropre, voit se dessiner une puissance, en tout cas une puissance régionale comme l'Iran. Il faudra mettre beaucoup de monde au pas avant que le rêve occidental devienne une réalité. Moi je l'interprète plutôt comme le discours intégratif d'un empire finissant, qui veut rallier ses vassaux à un énième bond en avant dans le vide. Si vous voulez, tout est possible malheureusement. Il y a des gens qui le veulent. La seule question qui se posera alors, si réellement ils le veulent et s'ils essayent de mettre en place les institutions pour le faire, c'est du devenir de la liberté humaine.
Donc après, c'est un choix. On veut la démocratie ou on veut ça. Il faut juste être clair dans les choix du débat. Très bien, je vous remercie. Vos revues traitent de sujets fondamentaux, en espérant que certains internautes iront aller voir avec curiosité. Je vous remercie, Pierre-Yves Rougeron. Je vous dis à bientôt.